Lumière. 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 Lumière sur l'écotoxicologie avec Davide Vignati, chargé de recherche CNRS au laboratoire interdisciplinaire des environnements continentaux à Metz. L'écotoxicologie est la science qui étudie les effets des substances de tout type, éléments traces métalliques, pesticides, nanoparticules, plastiques et d'autres, sur les êtres vivants, mais aussi ce qu'ils deviennent une fois qu'ils se retrouvent dans l'environnement. Elle étudie aussi les effets occasionnés par les milieux qui nous entourent dans lesquels ces substances se retrouvent, les eaux, les sédiments, les sols notamment. Pour nous expliquer précisément de quoi il retourne, je reçois aujourd'hui Davide Vignati, chargé de recherche CNRS au laboratoire interdisciplinaire des environnements continentaux à Metz, le LIEC. Bonjour Davide, l'écotoxicologie est une discipline récente. Bonjour Véronique, bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette opportunité de parler d'écotoxicologie. C'est notre travail, c'est notre passion. Vous me posez la question, est-ce que c'est une discipline récente? C'est la réponse préférée des scientifiques. Ça dépend un peu d'où vous voulez partir. Alors, est-ce qu'on considère que l'écotoxicologie est née au moment où on a commencé à faire les premiers tests de toxicité sur des organismes vivants? Si c'est le cas, là, on est dans la deuxième moitié du 19e siècle. C'est là qu'on a commencé à nous rendre compte qu'il pouvait y avoir des problèmes liés à l'utilisation de substances chimiques. Ensuite, il y a eu un autre grand moment de prise de conscience de tous ces problèmes liés à l'utilisation incontrôlée des substances chimiques. C'était dans les années 40, 50, 60. C'est la période des grandes catastrophes, si on veut, liées à l'utilisation du DDT, un pesticide chloré très toxique, ou encore aux catastrophes liées au mercure et au cadmium à Minamata et au Japon. Donc on peut faire tout ça, ou bien, si on veut dire non, c'est quand officiellement on a eu pour la première fois le mot écotoxicologie écrit noir sur blanc. Alors là, la réponse c'est facile, c'est en 1971, et ce qui plus est, c'est une histoire française, et si on veut, une histoire lorraine, avant qu'on passe au Grand Est. Parce que c'est le professeur Jean-Michel Joigny, qui était professeur à l'université de Nancy et puis à l'université de Metz. Aujourd'hui, on parle de l'université de Lorraine. Et c'est ce jeune professeur-là qui, il a pour la première fois écrit un article en français en définissant l'écotoxicologie, comme vous venez de le dire dans votre introduction. La science qui étudie les effets des substances de tout type sur les êtres vivants. Alors, du coup, là, on vient juste de fêter les 50 ans de l'écotoxicologie. Ah oui, effectivement, merci beaucoup pour cette remarque. Je me suis laissé un peu transporter, j'ai oublié. Effectivement, c'était le cinquantenaire de l'écotoxicologie. Donc, récent ou pas récent, je laisse choisir à chacun et à chacune. Mais finalement, avec quelques collègues, on a bien voulu s'amuser à célébrer l'anniversaire et nous avons créé un espace dédié sur la plateforme Écosciences Grand Est, où nous avons mis quelques repères sur les aspects fondamentaux de notre discipline. Et il est possible d'aller jeter un coup d'œil et puis de nous contacter pour tout renseignement complémentaire. Parfait. Alors, comment est-il possible de mesurer la concentration d'une substance dans l'environnement? De quels outils disposez-vous pour ça? C'est une question très importante parce qu'en effet, si on veut bien comprendre la réponse des organismes, il faut tout d'abord savoir à quoi ils sont exposés. Et c'est là, effectivement, la question de comment on va mesurer les substances se pose. Nous pouvons procéder de trois façons, si vous voulez. Il y a une façon qui est la façon la plus classique, aller faire un prélèvement sur le terrain. Donc, on peut aller chercher de l'eau, des sols, des sédiments, et puis les ramener au laboratoire pour les analyser. Je préfère faire un exemple dans mon propre champ de travail plutôt que de rester sur des généralités. J'étudie les effets des éléments traces métalliques, des métaux traces si vous préférez, dans les eaux continentales, dans les rivières, les lacs, ainsi de suite. Typiquement, on va chercher de l'eau dans des bouteilles qu'on a bien lavées au préalable. Cette eau-là, on la filtre pour enlever les particules. On fait cela pour deux raisons. La première, c'est que les substances qui sont dissoutes, donc les substances qui se trouvent pas sur les particules, mais dans la matrice eau, ces substances-là sont la partie la plus toxique des substances. C'est ce qui est communément accepté. Et la deuxième raison, c'est que la réglementation sur les éléments transmétalliques nous dit, pour
vérifier si vous êtes dans la loi ou pas, il faut analyser les eaux filtrées. Donc, voilà pourquoi on filtre. Et une fois qu'on a fait ça, on a toutes nos techniques, toutes nos machines, mais cela demanderait un autre podcast dédié sur la chimie analytique des polluants. J'espère que nous aurons le plaisir de le faire. Bon, ça, c'est une première approche, c'est l'approche vraiment le plus classique. Ce qu'on faisait depuis le départ quand on a commencé à s'intéresser à la pollution et à l'écotoxicologie. Ensuite, on a créé d'autres approches possibles. La deuxième méthode consiste dans l'utilisation des dispositifs que nous appelons les échantillonneurs passifs. Ça a l'air d'être quelque chose d'assez complexe, mais pensez à des bouts de plastique sur lesquels vous posez des résines qui sont capables d'absorber les éléments traces métalliques à partir de l'eau naturelle. Rien que ça. Ces dispositifs, on les met dans les eaux naturelles qu'on veut étudier. On peut les laisser pendant des temps différents, 1 jour, 2 jours, 3 jours. C'est à nous de choisir. Puis on va chercher ces petits dispositifs, on les ramène en laboratoire, nous récupérons les résines. Ces résines-là, on les met dans de l'acide dilué. Les éléments qui sont sur la résine passent donc dans l'acide. Et puis là, c'est réparti comme auparavant pour l'analyse des éléments de traces qui nous intéressent. Bon, ça a l'air de vouloir compliquer des choses simples, si vous voulez, parce que, voilà, vous prenez votre eau, vous l'analysez. Pourquoi vous embêter à aller chercher à faire tout ce charabia avec ces dispositifs qui coûtent cher, par ailleurs? Il y a quand même 2 gros avantages. Le premier, c'est l'intégration de l'analyse sur le temps. Imaginez que je vais chercher mon eau et je la ramène pour l'analyse. 3 minutes après, il y a quelqu'un qui arrive, qui déverse une grosse concentration de contaminants, je vais le louper. Alors que si mon dispositif est là, il va intégrer cet épisode de pollution dans l'analyse que je vais faire après. Bon, l'avantage n'est pas négligeable. Et l'autre chose, c'est plus fondamental si vous voulez. Avant de pouvoir parler de pollution, j'ai besoin de savoir quel est le niveau naturel de mes éléments. Souvent, le niveau naturel est bas, est faible. Et ça, c'est compliqué pour moi de le mesurer. Ces dispositifs-là, je l'ai dit, ils ont cette résine qui concentre le contaminant. Et ça me facilite le travail pour après, parce qu'au lieu de devoir mesurer une toute petite quantité, j'en aurai beaucoup plus, et donc moins de problèmes, plus de précision. Et alors la troisième méthode? Et la troisième méthode, ça renverse un peu tout ça. Je ne vais plus mesurer dans les eaux, dans les sédiments, dans les sols, je vais directement mesurer dans les organismes qui sont dans l'environnement qui m'intéresse. Là aussi, on peut se poser la question, ça se complique un peu, les organismes, il y a des contraintes d'éthique. Alors personnellement, je ne travaille pas sur des vertébrés. Quand je parle d'organismes, moi, c'est des algues, c'est des pousses d'eau, à la limite, c'est des larves d'insectes. Donc, c'est cruel, mais peut-être ça reste aujourd'hui encore socialement acceptable. Et l'avantage de faire cela, c'est que finalement, j'intègre encore le signal de la contamination vis-à-vis de l'organisme. Donc l'organisme, il me dit, moi, quand je suis là, je vois cette concentration-là. Et c'est tellement bien, il y a même des collègues qui font ce que nous appelons du biomonitoring, c'est-à-dire ils utilisent des invertébrés, des moules d'eau douce, ils vont récupérer ces moules dans des endroits qui sont choisis, et puis ils mesurent la concentration de différents contaminants dans ces moules, et ils peuvent aussi, par le même biais, mesurer certaines réponses biologiques. Donc là, nous avons une intégration des 2 choses directement en situ, sur le terrain où les organismes vivent. L'exposition aux contaminants et la réponse à ces contaminants. Bon, c'est un champ de recherche qui est très actif et les agences de l'eau s'intéressent aussi à ces possibilités. Alors pour mesurer ces concentrations de substances nocives, vous devez certainement établir des valeurs seuil. Comment ça se passe? Ah oui, effectivement, la question des valeurs seuil, c'est très très importante. Commençons juste pour rappeler qu'est-ce que c'est une valeur seuil.
Il s'agit tout simplement de la concentration qu'il ne faut pas dépasser pour éviter d'avoir des effets néfastes sur les organismes vivants. Cela dit, revenons à la question comment on fait pour les obtenir, ces valeurs seuil. C'est vraiment le cœur du métier de l'écotoxicologie. Nous avons beaucoup de tests standardisés en laboratoire. Ces tests nous permettent d'établir des relations entre la concentration de la substance et la réponse de l'organisme modèle que nous utilisons. On fait plusieurs tests de ce type. On met ensemble toutes les connaissances que nous avons de ces tests. Et à partir de ça, nous pouvons dériver une valeur seuil qui nous considérons comme sûre, sous réserve évidemment des vérifications ultérieures. Une valeur seuil n'est pas quelque chose qui a vocation à ne pas bouger dans le temps, c'est quelque chose qui est très évolutif. J'ajouterai encore une chose qui est très importante. On peut parler des valeurs seuil des toxicités aiguës et chroniques. Pour la toxicité aiguë, on part des concentrations très fortes qui on ne doit pas dépasser sur des périodes très courtes. C'est le cas, par exemple, des accidents de pollution. Pour les valeurs chroniques, en revanche, on n'est plus dans le long terme, on est plus sur la protection de l'environnement dans la durée. Et là, il s'agit des valeurs à ne pas dépasser pour s'assurer que l'écosystème, que les organismes puissent aller bien sur un temps finalement indéfini. Alors du coup, que faites-vous si les valeurs seuil sont dépassées? Une autre très bonne question. Il faut distinguer là le rôle des scientifiques et le rôle du gestionnaire. Notre travail, c'est peut-être des fois d'alerter en disant attention, là vous êtes en train de dépasser une valeur seuil. De notre point de vue, le dépassement d'une valeur seuil déclenche tout simplement le besoin d'aller en savoir plus. J'ai souligné, je pense, enfin j'espère, j'ai souligné que ces valeurs sont dérivées en conditions de laboratoire. C'est des situations qui sont souvent éloignées de la réalité du terrain. C'est une espèce de premier repère pour nous dire attention, là vous allez peut-être avoir un problème. Mais ça ne veut pas dire pour autant, allez, on arrête tout, on va tous crever. Ça veut dire attention, il faut faire davantage d'études sur le terrain, dans des conditions réelles, pour savoir est-ce qu'on a vraiment ou pas un problème. Si je reviens encore sur les éléments transmétalliques, un concept clé pour savoir si le dépassement d'une valeur seuil va ou pas poser un problème, un concept clé, c'est celui de la biodisponibilité, c'est-à-dire la fraction de l'élément trace qui peut effectivement rentrer, être accumulé par l'organisme. Quand nous allons mesurer, nous mesurons la concentration totale. Même quand on filtre, c'est une concentration filtrée totale. Mais seulement une partie de cette concentration sera disponible pour l'organisme. Donc, si on dépasse cette valeur seuil pour l'élément X, on peut commencer à se dire, OK, maintenant tu vas déterminer la fraction biodisponible. Et par ailleurs, c'est ce qui se fait déjà au niveau réglementaire pour des éléments comme le nickel et le plomb. La loi, là, nous dit, tu fais du monitoring sur mes eaux, mais tu le fais en termes de fractions biodisponibles. Et comment tu fais pour faire ça? Et bon, on va faire des mesures classiques, mais ensuite on a des outils de modélisation qui vont nous permettre de déterminer cette fraction biodisponible. Donc pour résumer, un dépassement, ça déclenche une alerte dans le sens faites attention, il faut étudier davantage. Et puis, par exemple, on voit que la fraction biodisponible est faible, on peut en principe rester tranquille. On voit que la fraction biodisponible est élevée, alors là, notre travail, c'est d'informer le gestionnaire et le décideur et de l'accompagner éventuellement dans la prise des mesures nécessaires. Mais il faut bien distinguer le rôle de l'écotoxicologue du rôle du gestionnaire et du décideur. Ah oui, alors là j'ai bien compris les valeurs seuil. Est-ce que vous pouvez nous contextualiser dans un exemple? Avec beaucoup de plaisir, surtout que là, nous sommes en train de travailler sur une thématique qui est très très intéressante. Ça a justement à faire avec le nickel, parce que le nickel, c'est un des éléments qui est utilisé dans les batteries de nouvelle génération pour la mobilité électrique. On parle de batteries lithium-ion, c'est vrai, mais elles contiennent aussi du nickel et du cobalt. Plus peut-être d'autres choses, là je ne suis pas vraiment spécialiste. Mais je connais bien le nickel. Donc du coup, nous intéressons à des milieux où les concentrations en nickel sont naturellement élevées. Imaginez, vous allez faire votre prélèvement, vous faites votre analyse, et puis vous trouvez une concentration en nickel de l'ordre de 200 microgrammes par litre.
Bon, ça veut dire quoi? Dans l'absolu, peut-être peu, mais il faut contextualiser ça par rapport à la valeur seuil du nickel, qui dans la loi est de 4 microgrammes par litre. Donc là, c'est un dépassement énorme. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment-là? Justement, on va commencer à nous interroger sur la fraction biodisponible. Tu as 200 microgrammes par litre. Quelle est ta fraction biodisponible? Nous avons fait des calculs avec des modèles qui sont disponibles sur le web. Et il s'avère que même après le calcul de la fraction biodisponible, notre concentration dépasse encore la valeur seuil des 4 microgrammes par litre. C'est que du bonheur, parce qu'alors, on peut faire des tests écotoxicologiques sur cette matrice aqueuse pour aller voir s'il y a des effets ou s'il n'y a pas d'effet. Et là, nous sommes relativement contents parce que dans le milieu que nous sommes en train d'étudier, forte concentration, forte biodisponibilité apparente, mais jusqu'ici, pas d'effet. Donc, prudence avant d'arriver à des conclusions hâtives, mais nous, on n'est pas là pour dire c'est toxique. Nous, on est content quand, malgré tout, il n'y a pas d'effet. Donc voilà, ça c'est typiquement comment on pourrait procéder pour voir si la valeur seuil est dépassée ou pas, et s'il faut agir ou pas. Alors, il y a le nickel, bien sûr, mais il y a un nombre important d'éléments traces métalliques et d'autres substances aussi qui sont nocives. Vous pouvez nous en parler? Là, vous mettez l'accent sur un des grands défis de l'écotoxicologie pour le XXIe siècle. Effectivement, je crois, selon un rapport de l'Agence européenne de l'environnement, il doit y avoir environ 100 000 substances chimiques qui circulent. Et les connaissances écotoxicologiques sont suffisantes, sont considérées comme suffisantes pour seulement environ 5 000 parmi ces substances. Donc on a des grosses inconnues. Alors, si nous voulons faire les choses classiquement, comme je viens de le dire, on fait les études en laboratoire, on teste sur plusieurs organismes, on détermine les valeurs seuil, il va falloir entre 7 et 9 ans pour chaque substance. Donc là, vous voyez, c'est un peu impossible. Et pensez, par exemple, là, on parle des microplastiques tout le temps, on sait qu'elles sont partout, mais on ne sait pas encore à partir de quel seuil elles sont toxiques ou pas. Donc, vous voyez, et pourtant, c'est un problème réel. Donc, pour revenir à nous, comment on fait? C'est carrément impensable de pouvoir s'attaquer à chaque substance. Là, la plus grande espoir vient de l'étude des mécanismes de toxicité. La réponse à ces grands défis des cocktails de substances, c'est l'étude des mécanismes d'action. Le mécanisme d'action permet de nous savoir comment la substance travaille, comment la substance agit à l'intérieur de l'organisme même. Et c'est où l'intérêt? C'est que différentes substances pourraient avoir un même mécanisme d'action. Donc je n'ai plus besoin d'étudier 100, 200, 300 substances, une famille de substances avec des propriétés semblables. Là, j'en étudie 2, 3, 4, 5, ça reste gérable. Et puis, à partir des connaissances que j'ai obtenues sur ces substances-là, je peux gérer de façon efficace toute la même famille de substances. Je vais quand même mettre un bémol, c'est valable pour les substances qui ont le même mécanisme d'action, donc pour les perturbateurs endocriniens, par exemple. Mais ce n'est pas valable, je ne peux pas penser de gérer ensemble le nickel et les microplastiques. Là, il va falloir étudier les deux séparément. Alors, dans vos derniers travaux, vous vous intéressez justement plus précisément au milieu riche en nickel et en chrome. Qu'en est-il de cette recherche? Oui, effectivement, moi, j'ai beaucoup parlé de nickel, c'est parce que c'est une recherche qui nous intéresse beaucoup en ce moment. On associe le nickel et le chrome parce que les roches qui sont riches en nickel, typiquement, sont aussi riches en chrome et vice-versa. Donc, on revient dans le cas aussi, là, un peu d'un effet cocktail. Donc, le nickel, je l'ai dit, il rentre dans les batteries pour la mobilité électrique. Le chrome, tout ce qui est acier inox, le nickel aussi d'ailleurs, encore pour la galvanoplastie, ou si on pense globalement, le tannage du cuir, ça se fait encore en grande partie
à plus de 90%, selon l'association des tanneurs, c'est encore avec du chrome, même si on voit apparaître justement des entreprises qui ont conscience environnementale et qui essaient de ne pas utiliser du chrome. Donc nous, on allait chercher un peu, on fait des recherches en laboratoire pour étudier l'effet du nickel, l'effet du chrome, l'effet du nickel et du chrome ensemble, sachant que, bon, que le chrome, c'est un peu plus compliqué parce qu'il existe dans deux formes chimiques. Il s'appelle le chrome 6 et le chrome 3. Et ces deux formes-là, même si c'est le même élément, ces deux formes-là ont des comportements qui sont complètement différents. Donc, si on veut comprendre les effets des mélanges nickel-chrome, on n'a pas deux éléments de trace, mais on en a finalement trois. Le nickel, le chrome 6 et le chrome 3. Et puis, bon, je vais encore rappeler une chose par rapport à ces éléments de trace. Il ne faut pas oublier qu'on les considère souvent des polluants, mais c'est des choses qui sont naturellement présentes dans la croûte terrestre. Et donc, des fois, il y a des situations où la géologie fait en sorte que les concentrations soient naturellement élevées. Elles peuvent être naturellement élevées et toxiques. Mais dans ces cas-là, c'est sûr que pour nous, écotoxicologues, ça a un intérêt des recherches, mais pour le gestionnaire, ce n'est pas la même chose qu'une pollution qui est provoquée par des rejets industriels ou par la présence d'une station de traitement des eaux usées. Donc nous, dans ces endroits qui sont naturellement riches en nickel et en chrome, on va faire nos recherches, et c'est des recherches qui ont aussi un intérêt vis-à-vis d'une exploitation minière responsable, parce que qui part des gisements enrichis, part d'une extraction minière potentielle, et donc il faut bien savoir au préalable, est-ce que si je vais mobiliser mon substrat riche en nickel et en chrome, je vais provoquer ou pas des problèmes. Donc nous, nous attaquons aussi à ces genres de questionnements. Vous avez étudié la toxicité de ces deux éléments, le nickel et le chrome. Avez-vous déjà travaillé sur des dépolluants, qu'ils soient chimiques ou peut-être entre guillemets naturels, comme des plantes ou des micro-organismes vivants, des petites bêtes qui mangeraient la pollution? Ouais. Alors, effectivement, c'est un champ de recherche qui est très actif. Mais il faut juste que je précise, l'écotoxicologie, telle que nous sommes en train de la discuter ici et telle que je la fais, n'a pas pour vocation à définir des procédures pour dépolluer. Ça, c'est la discipline des génies des procédés. Cela dit, effectivement, je connais des recherches d'autres collègues, parfois même pas dans mon laboratoire, mais dans d'autres laboratoires lorrains ou dans le Mont. Et effectivement, quand il s'agit de nickel, surtout de nickel, il y a des chercheurs qui s'intéressent au procédé des lagromines. C'est effectivement l'utilisation des plantes pour récupérer le nickel à partir des sols ou des friches délaissées, de sorte à avoir de sources secondaires de ces éléments de trace économiquement importants sans devoir aller ouvrir des nouvelles mines. Donc ça c'est fait. Et puis bon, il y a aussi des fois, là c'est un exemple de dépollution, mais des fois il y a aussi des gens qui mettent à point des nouveaux procédés industriels plus propres. Et là, l'écotoxicologie a toute sa place pour valider est-ce que ces procédés sont plus propres ou pas. Parce que là, vous prenez le procédé A et vous testez par exemple les eaux traitées avec ce procédé A. Le procédé B, vous faites la même chose. C'est une sans comparaison. Si l'effluent issu du procédé B est beaucoup moins toxique, là, nous tenons un véritable processus de remédiation. Mais voilà, je ne peux pas aller plus loin parce que c'est vraiment une discipline qui est éloignée de mes compétences, du cœur de mes compétences. Merci. Alors, on est en Lorraine.
qui a un passé industriel bien, que tout le monde connaît. Donc il y a aussi pas mal de friches industrielles. Est-ce que vous travaillez sur certaines d'entre elles? Et puis, avez-vous d'autres terrains de recherche ailleurs? Oui, effectivement, là, j'ai beaucoup mis l'accent sur le travail en laboratoire pour les valeurs seuil, mais c'est sûr qu'une validation sur le terrain, s'impose. Donc, le laboratoire où je travaille, effectivement, a des terrains de jeu en Lorraine. Le CNRS possède un réseau des zones ateliers, donc c'est des sites qui sont instrumentés ou suivis de façon pérenne. C'est très important pour nous pour pouvoir suivre l'évolution de l'environnement. Et puis, par exemple, il y a aussi, toujours en Lorraine, un groupement sur les friches industrielles qui s'intéresse à la contamination du passé pour pouvoir proposer des procédés de dépollution, comme vous avez évoqué, ou encore pour mieux comprendre les effets de la toxicité de ces friches. Et bon, puis évidemment, selon le besoin de notre recherche, nous allons travailler sur des terrains un peu partout dans le monde. Là, par exemple, entre 2017 et 2020, nous avons travaillé avec des collègues sur un lac en Albanie. Dans ce lac-là, on a eu pendant longtemps une extraction minière de nickel et du chrome qui a laissé une histoire de contamination métallique. Et puis, nous sommes allés faire nos campagnes. Donc, campagne, c'est quelque chose qui se prépare, hein. Donc là, on a fait un long voyage de 2000 km avec un camion équipé, avec les douanes, en devant faire toutes nos déclarations. Donc, et une fois sur place, nous avons fait plein de prélèvements pour comprendre si les sédiments pollués qui sont restés après les activités posent ou pas un problème environnemental. Et là, on a vu qu'il y avait une forte contamination, mais apparemment, la biodisponibilité n'était pas très très forte parce que ces sédiments-là ne se sont pas révélés toxiques dans nos tests de laboratoire. Et pourtant, on est encore en train de poursuivre les études parce qu'on a vu qu'en revanche, pour les organismes qui vivent sur site, ces éléments sont bien disponibles. On retrouve du nickel et du chrome dans les organismes sur site. Et est-ce que ces éléments donc circulent dans la chaîne trophique et dans les organismes? C'est encore en train de se faire. Bon, ça, c'est un exemple d'un terrain de jeu. Sinon, un autre terrain de jeu sur lequel nous travaillons beaucoup, c'est en petite rivière en République tchèque. Et effectivement, c'est une autre de ces systèmes naturellement riches en nickel et en chrome. Ça va nous permettre de valider sur le terrain toutes les connaissances que nous pouvons obtenir en laboratoire. C'est une étape qui est extrêmement importante parce que ça va nous permettre d'avancer et toujours d'améliorer nos connaissances. Je vous remercie, Davidé, pour nous avoir apporté vos lumières sur cette jeune discipline qu'est l'écotoxicologie. Avez-vous quelque chose à ajouter? Bon, il faut faire attention là parce qu'il ne faut pas mélanger le scientifique et le citoyen. Tout simplement, je pense que j'espère avoir un peu passé le message que l'écotoxicologie, c'est un peu une affaire à nous tous et toutes, parce que là, la valeur du marché des substances chimiques, ça se chiffre dans des billions de dollars et c'est vu à la hausse. Donc, on n'a pas fini avec la gestion des substances dangereuses, potentiellement dangereuses. Donc, on n'a pas fini avec l'écotoxicologie et j'espère qu'on pourra contribuer à un environnement plus sain et plus sûr pour tout le monde avec nos recherches. Voilà. Merci, Davidé. Au revoir, à bientôt. Merci à vous. Au revoir. C'était Lumière sur l'écotoxicologie avec Davide Vignati, chargé de recherche CNRS au laboratoire interdisciplinaire des environnements continentaux à Metz.